Salut tout le monde, c'est le gars de la com, et aujourd'hui on va parler de politique. Mais je disais donc, on va parler de placement de produits en fait. C'est une technique de publicité très connue qui vise à insérer des marques ou des produits dans une œuvre culturelle pour leur donner un maximum de visibilité en échange d'un bon gros chèque. Si on trouve des placements de produits un peu partout, des clips musicaux, séries, en passant bien entendu par internet, aujourd'hui on va se focaliser uniquement sur le cinéma. Parce qu'un film c'est un univers construit de toutes pièces par son réalisateur. Chaque chose qu'on filme à l'intérieur est forcément le reflet d'un point de vue. Et du coup je me dis que si les réalisateurs intègrent des produits et des marques dans leurs films, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière autre qu'un bon gros chèque. Vu le titre de la vidéo, je pense que c'est le cas. Il est bizarre, il parle tout seul, puis t'as vu, il est gros aussi. On a tous en tête de très mauvais placements de produits, donc plutôt que de vous proposer un top des pires placements de produits, aujourd'hui je me mets un défi, vous faire changer d'avis sur le rôle des produits et des marques au cinéma. Je vais donc vous montrer aujourd'hui comment les réalisateurs utilisent les produits et les marques au service de leur vision créative pour nous proposer de meilleurs films. Bienvenue dans Skepzesad. De façon générale, la publicité ça fait partie de ces trucs qu'on tolère du moment qu'on nous oblige pas à se les bouffer dans la gueule quand on ne s'y attend pas. C'est un peu comme la pizza à l'ananas si vous voulez. Et malheureusement aujourd'hui la plupart des placements de produits ne sont que des publicités intégrées dans les films avec un seul objectif, donner la meilleure image de la marque possible et la montrer à fond, parfois même au détriment du film. Par exemple dans iRobot, Will Smith joue un flic du futur un petit peu paranoïaque. Alors que tout le monde fait confiance aux robots, lui est torturé par l'idée qu'ils vont tous nous tuer. Enfin ça c'est l'histoire si vous faites l'effort de vous intéresser vraiment au film, parce que moi quand je le regarde, il me raconte une toute autre histoire. Alors c'est l'histoire de Will Smith et il est tout nu sous la douche quand soudain il reçoit des super chaussures. En sortant de chez lui, il esquive habilement le robot pub de chez FedEx pour rendre visite à sa grand-mère qui tient absolument à lui parler de la vie. Alors lui il est tout embêté parce que tout ce qu'il veut c'est lui parler de ses nouvelles chaussures. Mais comme sa grand-mère s'en fout, il décide de partir faire son travail au volant de sa voiture Audi, qui au passage est la seule marque à avoir survécu dans le futur. Dodge Qualitat quoi. Mais rassurez-vous, avant de partir, il prend quand même le temps de préciser que les chaussures qu'il porte datent de 2004, année de la sortie du film, et qu'elles sont donc disponibles à l'achat pour les spectateurs. Converse All-Stars, vintage 2004. Si ça a pas l'air terrible comme synopsis, c'est normal, c'est parce que c'est pas un film ça, c'est une publicité qui essaye de se faire passer pour un film. Ce genre d'image, ça nous sort forcément du film, ça vient jeter une énorme pizza à l'ananas sur l'espace-temps créé par le réalisateur. Et on peut pas suivre correctement l'enquête de Will Smith si notre cerveau est occupé à se demander pourquoi est-ce qu'il y a de l'ananas sur cette putain de pizza. Du coup, pourquoi les réalisateurs acceptent les placements de produits si ça a le potentiel de complètement pourrir leur travail? Pourquoi est-ce que je pose la question? C'est pour la thune! En réalité, les réalisateurs n'ont pas vraiment le choix, parce que dans le système hollywoodien, ce sont les studios de production qui ont le final cut, qui décident donc quand le film est terminé. Les studios de production vont négocier des placements de produits pour faire baisser les coûts de production du film, et le réalisateur étant un employé, c'est à lui d'intégrer les publicités dans le film. Dans ce système, la présence des marques à l'écran se justifie donc uniquement par des contrats publicitaires, et ça apporte pas grand chose au film au final. Pourquoi Will Smith porte-t-il des Converse? Parce que Converse a payé. Voilà. Hors du système hollywoodien, comme en France par exemple, le réalisateur est le seul maître à bord, et c'est donc sa vision artistique qui domine. Pourtant, on trouve quand même des produits et des marques à l'écran. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un placement de produit n'est pas toujours quelque chose imposé par les studios de production. Le plus souvent, c'est la rencontre entre une volonté du réalisateur et les contraintes de production. En fait, il y a plusieurs façons de faire apparaître les marques à l'écran, et pour ça, prenons l'exemple du film Taxi. Taxi nous raconte l'histoire de Daniel, chauffeur hors pair qui se joue des flics et des radars, jusqu'au jour où il se retrouve mêlé à une enquête pour démanteler un gang de braqueurs de banque. Bien évidemment, dans Taxi, il a fallu filmer des voitures, et notamment le taxi que conduit Daniel qui partage quand même l'affiche avec les comédiens. Le taxi est donc une Peugeot 406, et comme Peugeot est présent dans les crédits du film, on sait qu'on est dans le cadre d'un placement de produit contractualisé, c'est-à-dire qu'en échange de visibilité, la marque apporte une contrepartie pour le film, soit un bon gros chèque, soit en donnant du matériel pour les besoins du film, comme c'est probablement le cas ici. Un peu plus tard dans le film, on fait la connaissance des méchants, qui sont, comme on pouvait s'en douter, des Allemands. C'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Comment on sait qu'ils sont allemands? Parce qu'ils conduisent des Mercedes. Mais contrairement à Peugeot, Mercedes n'est pas cité dans les crédits du film. La marque n'a rien payé pour apparaître dans le film. Ça veut dire que le réalisateur voulait absolument des Mercedes et pas une autre marque, quitte à s'asseoir sur un bon gros chèque en plus. Parce que si les méchants conduisent des Mercedes, le spectateur comprend immédiatement qu'ils sont allemands, plutôt friqués, et ça permet d'installer très simplement une relation David contre Goliath entre les gentils et les méchants. Parce que dans notre esprit, Mercedes est supérieur à Peugeot. Bien entendu, il y a des centaines d'éléments à réunir pour faire un bon film, mais avec une utilisation intelligente des produits et des marques, on peut vraiment
apporter plus de puissance au propos d'un film. Par exemple, quand on nous raconte une fiction, on sait que celle-ci n'est pas réelle. On sait que ce sont des acteurs qui interprètent des personnages à l'écran, que personne ne sait mais personne ne meurt vraiment. Et donc pour ressentir quelque chose devant une fiction, il faut faire un effort. Il faut admettre, le temps d'un film, que la réalité n'est plus celle qu'on connaît, mais celle qui est projetée à l'écran. Et pour que tout ça soit possible, le film doit nous faire comprendre très vite dans quel espace-temps il nous emmène. Il doit définir un cadre qui explique comment son univers fonctionne, qu'on appelle la diégèse du film. Et tant que le film respecte sa diégèse, il reste crédible. On admet ainsi que dans Star Wars, quand certains personnages ont l'air d'avoir très envie de faire caca, en fait ils utilisent un pouvoir magique mystique qui s'appelle la Force. On accepte ainsi dans la diégèse du film qu'il n'y a pas d'épidémie de constipation dans la galaxie. Pour rendre un film crédible, les marques ont parfois un rôle à jouer. Par exemple, dans le film Les Trois Frères, l'action se situe en France dans les années 90. Aussi, quand les personnages vont déjeuner dans une brasserie, les marques de boissons sont bien visibles sur la table et au bar, on retrouve la fameuse cruche Ricard, les stickers avec le logo des fournisseurs sur les vitres, bref, les marques construisent un décor de n'importe quelle brasserie française dans les années 90 et viennent renforcer l'illusion de réalité du film. Ça peut paraître con, mais une brasserie française dans laquelle on retrouverait pas ce décor avec les produits logotypés offerts par les fournisseurs, et ça sonnerait faux, on se dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. On pourrait pas croire à cette scène. Autre exemple, dans Retour vers le futur 2, Marty doit partir dans le futur, en l'an 2015, afin de prendre la place de son fils pour l'empêcher de ruiner sa vie en participant à une sale affaire. Comment justifier le fait que Marty ne soit pas paumé dans cette époque de voitures volantes, de chirurgie rajeunissante et de serveurs télérobots terrifiants? Eh bien parce que le film nous explique que le monde n'est pas si différent que ça. Oui, tout a changé, mais on peut toujours commander un Pepsi, porter des Nike du futur ou manger des pizzas de chez Pizza Hut. Même si ces placements de produits sont un peu trop évidents à mon goût et qu'on sent bien l'envie des studios hollywoodiens de faire plaisir aux marques, ils rendent le film meilleur. Déjà parce qu'ils crédibilisent le personnage de Marty en justifiant pourquoi il est pas paumé dans ce futur-là, parce qu'il a des repères de son époque. Mais aussi parce qu'ils crédibilisent l'univers auprès des spectateurs. Oui, on est dans un futur complètement loufoque, mais il s'agit bien de notre monde, puisque les marques qui composent notre réalité font également partie de ce futur. Et du coup, Retour vers le futur 2 est un bon film. Utiliser les marques et les produits pour faire des rappels à notre réalité est une technique efficace qui peut bénéficier aussi bien aux marques qu'aux films, à condition que ce soit bien fait et pour de bonnes raisons. Et ça, c'est pas toujours gagné. Dans Les Visiteurs 2, c'est un très mauvais film. Dans Les Visiteurs 2, l'action commence au Moyen-Âge, puis bascule dans le présent en 1993, ce qui en fait techniquement le passé. Bref, pour bien comprendre qu'on bascule dans l'époque moderne, on a ce plan sur un Intermarché. Et si on s'arrête là, ça va. Sauf qu'après, on se tape 5 minutes d'une séquence débile dans le supermarché qui sert à rien, juste pour le plaisir de placer tous les partenaires du film. Quelques instants plus tard, en quittant le supermarché, on a cette séquence dans la voiture où Jacouille s'enfile plusieurs tablettes de crunch, ce qui fait beaucoup rire Ginette. Encore une fois, là je trouve l'idée plutôt bonne, parce que ça permet de situer le personnage de Jacouille. Il ne connaît pas le crunch, donc il n'est pas de notre époque, et comme il s'extasie devant comme si c'était le truc du siècle, Crunch chocolat, vive le chocolat! Ça apporte du ridicule, du décalage, et donc une situation humoristique. Et en ça, ce placement de produit rend le film meilleur, puisqu'il se définit lui-même comme une comédie. Encore une fois, si on s'arrête là, ça va. 4 secondes plus tard, il manque de se faire percuter par un camion. Scène sans conséquence pour le reste du film, mais qui est l'occasion de faire 6 plans sur un camion FedEx. Et c'est ça tout le long du film. J'ai compté 41 placements de produits évidents. Ça fait en moyenne un placement de produit toutes les 3 minutes. Est-ce que vous réalisez seulement la performance pour un film dont la moitié de l'action se passe au Moyen-Âge? Et au passage, j'ai dû regarder ce film 2 fois pour les besoins de cet épisode, donc je vous en supplie, redonnez du sens à ma vie. Likez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, conseillez-moi des bons films, ou au moins le numéro d'un bon psy. Bref, devant le scandale qu'étaient Les Visiteurs 2, j'étais obligé de vous en parler. Mais à la base, je voulais uniquement vous parler de la scène du crunch dans la voiture, parce qu'elle démontre selon moi quelque chose d'important sur le rôle des produits et des marques au cinéma. Il ne se limite pas à reconstruire la réalité. On peut aussi utiliser les marques et les produits en détournant leur sens principal ou leur usage habituel, pour faire de l'humour par exemple. D'ailleurs, un bien meilleur exemple que Les Visiteurs 2, et un bien meilleur film, Astérix Mission Cléopâtre. Je m'appelle Itinéris. Vous avez de nouveaux messages. Je n'ai pas fait Itinéris, je te capte plus là. Tout ça fonctionne bien sûr parce que c'est inattendu et c'est absurde, mais aussi parce que la compréhension est immédiate. Une blague qu'on doit expliquer, c'est une blague qui marche pas. Et comme les marques sont des éléments de sens partagés dans notre imaginaire collectif, les scénaristes ont raison de s'appuyer dessus. Un autre bon exemple se trouve à la fin du film, pendant la visite du palais, quand Numéro bis fait découvrir l'ascenseur à César et Cléopâtre. C'est l'invention de mon ami Otis.
Si vous ne savez pas qu'Otis c'est une marque d'ascenseur, la vanne tombe à l'eau. Et c'est dommage parce que objectivement c'est un des nombreux bons gags du film. En tout cas, il est indiscutable que la présence des marques rend le film meilleur. Astérix c'est une comédie qui veut nous faire rire en utilisant pour ça l'absurde et la parodie. Et les marques renforcent le propos du film non pas par leur présence mais par l'utilisation détournée qui en est faite par les scénaristes et réalisateurs. Ce qui est bien c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus trop de débat en fait. Les marques et les produits contribuent à rendre des films meilleurs. Alors pourquoi les placements de produits ont si mauvaise réputation? Simplement parce que la plupart des placements de produits sont toujours réalisés pour de mauvaises raisons et sans réelle maîtrise du sujet. Et c'est logique, en tant que marque ou producteur, quand on a un contrat publicitaire à honorer, c'est logique de vouloir mettre le produit le plus en valeur possible à l'image. Sauf que cette logique est mauvaise à la fois pour le film, mais aussi pour la marque. Vous avez beau adorer une marque, si elle vient vous faire chier quand vous passez un bon moment, ça vous donnera pas plus envie d'acheter. Les bons placements de produits sont ceux qui servent le propos du film, qui deviennent des éléments du récit ou du décor, comme les autres, quitte à être relégués au second plan. Pour vraiment bénéficier de leur présence dans les films, les marques doivent y être invitées. On ne met pas une canette de Pepsi dans un film parce que Pepsi l'a voulu, mais parce que le réalisateur avait besoin d'une marque de soda dans le futur qu'il construit. Les marques doivent mériter leur place au cinéma. Seules les marques qui incarnent vraiment les valeurs qu'elles revendiquent dans leur publicité pourront accéder au statut de symbole. Et ces marques-là n'auront même pas besoin de payer pour aller au cinéma, parce qu'elles deviennent des éléments de sens connus de tous. Si le diable s'habille en Prada et pas chez H&M, c'est parce que ça nous raconte quand même une autre histoire. Et puis parce qu'il a des thunes aussi. D'un point de vue marketing, c'est les deux seules façons dont les marques pourront vraiment bénéficier de leur présence au cinéma. Et si en tant qu'annonceur vous n'êtes pas prêt à entendre qu'au cinéma, la meilleure publicité c'est celle qui ne se voit pas, ne faites pas de placement de produits. Pour le cinéma et les cinéphiles, il est important de considérer les produits et les marques comme des outils de mise en scène à disposition du réalisateur. C'est une nouvelle grille de lecture et d'analyse puisque le traitement des marques au cinéma peut jouer un rôle aussi signifiant que la lumière, la mise en scène ou le jeu des acteurs. Ça peut paraître un peu excessif comme point de vue, mais laissez-moi vous parler d'OSS 117. Le film est une parodie de James Bond qui se veut plus être une comédie qu'un film d'espionnage. Mais d'un point de vue placement de produit, il est d'une sobriété impeccable. Autant faire fuiter quelques marques à l'écran sans faire exprès, ça peut arriver parfois. Mais faire en sorte que quasiment aucune marque n'apparaisse, ça relève d'une vraie volonté de mise en scène. C'est simple, le produit qu'on voit le plus, c'est la voiture que conduit Larmina. Et c'est une Facel Vega Facelia. Seulement 1045 exemplaires ont été produits dans le monde. Tout ça n'est pas dû au hasard, et ça s'explique selon moi pour deux raisons principales. La première, c'est d'accentuer encore plus le contraste avec James Bond, dont les films sont quand même connu pour être le 7ème cercle de l'enfer du placement de produits. La seconde raison, c'est parce qu'un monde sans marque, ça n'existe pas. Et du coup, ce qu'on voit à l'écran, c'est une fiction. Et je sais, je vous ai dit tout à l'heure que sortir du film, c'était mal. Mais pour apprécier OSS 117, on a besoin d'une prise de recul. On peut pas apprécier le film si on le prend au sérieux. Le personnage d'OSS 117 est incompétent, sexiste, raciste et méprisant. Et tout le succès du film repose justement sur sa capacité à le rendre malgré tout sympathique. Au même titre que les plans voitures filmés comme on le faisait dans les années 50, l'absence des marques du film nous rappelle sans cesse que ce qu'on regarde, c'est une parodie. Et ça nous permet de prendre le recul nécessaire pour accepter de rire et d'éprouver de la sympathie pour un personnage détestable. Et en ça, le non-placement de produit rend le film meilleur. Si vous aimez le cinéma, amusez-vous à analyser les films. Discutez de ce qu'apportent les produits et les marques à l'écran au même titre que la lumière, la mise en scène, la musique ou le jeu des acteurs. Critiquez à fond les placements de produits qui n'apportent rien au film et admirez ceux qui apportent une vraie plus-value artistique. L'insertion publicitaire filmique est une technique pour faire un film comme une autre. Et si vous ne supportez pas de voir des marques et des produits quel que soit le contexte, qu'est-ce que vous faites là? Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si ça vous a plu, vous pouvez la partager, vous abonner, activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. En ce qui me concerne, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode de Skip the Sad, pourquoi pas au mois de mai. D'accord, faisons comme ça. Now go!